Je me tourne donc maintenant vers Odile pour l'association Réseau. Voilà, donc je suppose qu'elle est en ligne et qu'elle va pouvoir intervenir. Élodie, pardon, j'ai fait un mélange des lettres. Élodie, Franck. Merci. Aidée par une maman qui finalement n'a pas pu se libérer. Donc, je serai porte-parole des 12 personnes que moi et mon équipe, on a pu interroger. Donc, avant ça, je vais me présenter en quelques mots en lisant mes notes. Donc, bonjour, je suis Elodie Franck, coordinatrice du réseau et du collectif Carrière Apprenant qui sont basés à Mulhouse. Le réseau est une association qui favorise l'accès au savoir et à la formation. Elle permet à chacun de voir ses compétences reconnues et socialisées, et ce, dans tout type d'organisation. L'association intervient dans les établissements scolaires, dans les associations, les locaux citoyens, les centres socioculturels, c'est assez varié. Et le but, c'est de mettre en place des échanges de savoir intergénérationnels ou entre pairs, selon les lieux où on travaille. À côté de ça, le Carrier Apprenant, donc, est un collectif qui intervient plus spécifiquement sur un quartier à Mulhouse qui s'appelle le quartier de Bourse-Villers. Donc, comme je disais, c'est un collectif citoyen éducatif qui réunit un ensemble pluriel d'acteurs. On a des parents du quartier, des établissements scolaires, des représentants institutionnels. On a également des associations locales. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais on a entre autres la Maison de la Pédagogie, le Centre socioculturel du quartier, Unicité, des structures d'aide aux devoirs et du coup, le réseau, qui est chargé de la coordination encore pour 2025 et 2026. L'objectif du CARDU est de développer une alliance éducative qui dépasse le cadre strictement scolaire. L'idée est de co-construire des actions autour de la réussite des jeunes, de l'accompagnement des familles, de la prévention, de l'orientation, de l'échange de savoir, etc. Divers projets ont été déjà menés. On a notamment travaillé sur un court-métrage contre le harcèlement scolaire. Il y a eu des cafés des parents, des rencontres débat. Alors, je n'étais pas encore dans l'équipe, mais il me semble d'ailleurs que vous, Patrick, aviez participé une fois à cette organisation et à ce collectif. Donc, j'ai usé du carnet d'adresses du réseau et du carnet pour mener des entretiens auprès de 12 adultes mulhousiens de différents profils. Ouais, je lis que le son est pas bon là, par contre, je vais pas pouvoir faire. Je suis désolée. Du coup, je continue. J'ai usé donc, du carnet d'adresses du réseau et du carré pour mener des entretiens auprès de 12 adultes mulhousiens, donc de différents profils, pour discuter de la manière dont les parents perçoivent l'école, les défis et les opportunités qui sont offertes ou non à leurs enfants. Avant de parler des réponses issues de ces temps d'interview, je voulais juste très rapidement contextualiser le contexte dans lequel évoluent les personnes qui ont été sollicitées. Mulhouse dispose d'un maillage scolaire très dense, mais par contre, tous les collèges sont en REP ou en REP+, et nombreuses écoles primaires relèvent également de ce réseau. De plus, Mulhouse compte plusieurs quartiers prioritaires de la ville, donc UPV. Environ 45% de la population mulhousienne vit dans ces quartiers, donc toujours selon le site de la mairie de Mulhouse que j'ai vérifié. Donc, je l'ai dit, les 12 personnes interrogées ont des profils variés. L'association Le Réseau étant présente dans tous les quartiers mulhousains. Par contre, il convient de noter que les trois quarts des personnes viennent de QPV. Les thématiques sont principalement ressorties des interviews qui ont été menées. On a noté la volonté d'intégrer des savoirs pratiques dans la scolarité, l'école comme facteur d'avancement social, la relation aux enseignants et le harcèlement scolaire. Donc, je vais reprendre ces points, ces quatre thématiques point par point. Donc, par rapport à la question que devrait enseigner le collège et le lycée, sur les 12 personnes interrogées, 10 ont évoqué la volonté de revoir dans le cursus scolaire plus de pratiques. Les savoirs évoqués sont les suivants: bricolage, cuisine, gestion administrative, comptabilité, couture, informatique. Les parents et adultes semblent voir dans ces apprentissages une valeur d'émancipation, de préparation à la vie d'adulte, peut-être aussi une forme de concrétisation dans les acquis pour des jeunes qui ne se reconnaissent pas forcément dans des cours totalement théoriques. J'ai jugé intéressant de mettre en perspective ces commentaires avec les propositions du rapport de la Convention citoyenne qui a été citée lors des commentaires précédents. Donc, Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Il y a une forte cohérence entre ce que disent les parents mulhousiens et les propositions de la Convention citoyenne. Tous deux valorisent les savoirs pratiques comme une partie intégrante d'une éducation dite plus équilibrée. On peut aussi juste très rapidement signaler que, par exemple, page 12 de la Convention, il est évoqué donc, des ateliers portant sur la vie quotidienne, bricolage, cuisine, couture, gestion et des activités culturelles et sportives, ce qui a été demandé par 10 sur 12 parents à Mulhouse. Les parents considèrent que l'introduction de ces enseignements pratiques peut donner aux élèves des compétences utiles pour la vie quotidienne, ce qui peut contribuer à réduire certaines inégalités.
Cela pourrait aussi répondre à une aspiration citoyenne. Les parents interrogés ne demandent pas seulement une école qui transmet des savoirs académiques, selon leur dire, mais bien une école qui prépare à la vie. Donc, je cite. Après, ils ont eux-mêmes conscience en fait que la mise en œuvre de telles propositions nécessite des ressources qu'actuellement la ville de Mulhouse n'a pas. Donc des enseignants qui seraient formés à ces pratiques, une réorganisation des emplois du temps, du matériel supplémentaire, des nécessités donc, qui selon eux, peuvent poser problème, surtout dans les zones où les moyens sont limités. Donc voilà pour l'aspect pratique. Ensuite, à la question qu'est-ce qui ne vous convient pas, tous les parents, sans exception, donc les 12, ont évoqué la problématique du harcèlement. À ce moment-là des interviews, j'ai voulu être certaine de la bonne compréhension, entre guillemets, de ce qu'était le harcèlement et ils ont tous été alignés avec la définition qui est celle évoquée par l'Éducation nationale. Donc le harcèlement scolaire, donc bien une violence répétée au sein de l'école, une répétition des faits, une intention de nuire, une asymétrie des rapports de force. Tous les parents ont bien compris cette définition-là et tous considèrent que soit leurs propres enfants, soit des enfants de leur entourage ont été témoins, victimes donc de ce type de situation. Voilà, quel que soit le milieu social. Donc, c'est vraiment une préoccupation qui a été très largement partagée. Ensuite, par rapport à, du coup, qu'est-ce que vous trouvez positif est ressorti, du coup, la notion d'école comme facteur d'avancement. Les parents considèrent l'école comme un levier essentiel d'émancipation et d'avancement pour leurs enfants. Donc, c'est un regard qui est positif, qui est largement partagé, quel que soit le milieu social, et ça traduit une confiance en la capacité des enseignants à offrir, je cite, des opportunités. Donc, beaucoup de parents associent l'école à une voie de réussite professionnelle, à la possibilité d'échapper aux difficultés. Pour certains parents, l'école apparaît comme une ressource pardon, d'ascension sociale. Ce qui est passionnant remarquable, c'est que même lorsque les parents expriment des critiques envers l'éducation nationale, lorsqu'ils soulignent des manques, des difficultés, des inégalités, de l'injustice, notamment en termes de moyens, ils continuent tous à croire en la valeur de l'instruction et à la nécessité d'aller plus loin, le plus loin possible dans les études pour leurs enfants. À noter que beaucoup d'entre eux signalent que pour eux, l'avancement, ça passe par l'obtention d'un diplôme reconnu, quel qu'il soit. Et il y a une grande frustration sur justement tout l'aspect Parcoursup et sur le fait que selon eux, c'est inégalitaire et que leurs jeunes, enfin, leurs enfants ne puissent pas toujours accéder aux études choisies. Voilà. Ensuite, du coup, par rapport du coup à cette relation à l'enseignant et à l'éducation nationale, les entretiens qu'on a menés avec mon équipe montrent un point commun. La plupart des parents, quel que soit leur âge, leur quartier ou leur rapport à l'école, expriment une appréciation vraiment positive globalement envers les enseignants, tout comme je disais en formulant des critiques marquées plutôt envers l'institution scolaire. Dans de nombreuses réponses de parents, les enseignants sont décrits comme engagés, investis dans la réussite des élèves et sont souvent perçus comme des professionnels qui, je cite, font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. C'est une vision qui met avant tout en avant une relation de proximité. C'est l'enseignant que les parents rencontrent, connaissent, surtout à l'école primaire pour le coup. Leur jugement se construit sur des interactions concrètes. Donc, on a beaucoup parlé des liens grâce aux réunions, aux coups de téléphone, aux carnets de liaison, même si les parents voudraient davantage de discussion et de positivité. Il a été évoqué le fait qu'on met souvent en avant les éléments qui vont mal et pas ce qui se passe bien au sein de l'établissement, particulièrement au collège où, selon les parents, on ne voit malheureusement que le négatif, même s'ils apprécient le suivi. À l'inverse, par contre, je me dois de signaler que l'éducation nationale en tant qu'institution apparaît pour les parents plus déconnectés du terrain et des réalités familiales. Les parents interrogés évoquent souvent des programmes jugés trop lourds, mal adaptés, des plannings pour les élèves trop remplis, un manque de moyens, c'est vraiment sorti systématiquement, quelle que soit la question d'ailleurs, une difficulté de joindre du coup non pas les enseignants mais la hiérarchie, donc en cas de problème par rapport au harcèlement, à l'inclusion. Les parents considèrent que les difficultés scolaires ne relèvent du coup pas des enseignants eux-mêmes, mais vraiment de ce qu'ils appellent le système. Donc voilà. Et c'est tout, puisque normalement j'avais une autre personne qui devait intervenir avec moi, mais elle n'est pas là, donc je m'arrêterai là, ce qui laisse un espace conséquent pour les questions. Et désolée du coup pour tous les aléas techniques. Je tiens mon téléphone près de ma bouche et j'espère que ça suffira. Quand vous êtes près du téléphone, on comprend mieux, hein. Donc, toute la suite était, de mon point de vue, plus audible. Ben, ça nous laisse beaucoup de temps donc, d'échange, euh, dont même question. Et est-ce qu'il y a parmi les membres du groupe des précisions à vous demander, des compléments?
Alors, moi, je vais peut-être commencer. Vous avez été très modeste concernant le réseau. Que faites-vous concrètement si vous faites quelque chose sur cette question des apprentissages? Vous faites de l'aide aux devoirs, vous essayez d'organiser des rapports meilleurs avec les établissements scolaires. Voilà, que faites-vous pour ça, sur ce point spécifique des apprentissages? Alors, concrètement, notre association intervient dans les établissements scolaires. Donc, on est invité généralement par les enseignants ou par les CPE et on met en place des échanges de savoir. Donc, selon le point de programme qui sera travaillé avec l'enseignant, ça peut prendre différentes formes, mais l'idée générale, c'est que cette fois-ci, on ne soit pas, entre guillemets, hein, sur du descendant. Ce n'est pas l'enseignant qui va expliquer aux élèves un point du programme, mais c'est les élèves qui vont se l'approprier eux-mêmes et se les expliquer entre eux, en fait. Donc, ça va être de la construction de projets. Par exemple, il y a quelques mois, en fait, un professeur d'SVT nous a contactés. Il travaille sur le thème des volcans et il n'avait pas envie de faire son cours classique et il avait décidé de travailler ça de manière différente. Donc, du coup, nous, on est intervenu au sein de l'établissement. On a discuté avec les élèves, on a dit, voilà, on a cette mission-là, c'est de travailler sur cette thématique-là. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Comment on peut l'imaginer? Comment vous construiriez ce cours, en fait? Et comment vous l'expliqueriez à vos pairs, hein, donc à vos camarades de classe, mais aussi à vos parents, à votre enseignant, enfin voilà, comment visualiser la chose en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre les élèves de nouveau acteurs de leur scolarité et qu'ils se réapproprient le programme mais à leur manière, avec leur façon d'apprendre. Après, bien sûr, hein, nous, on n'intervient que en appoint sur certains points du programme, puisqu'on peut évidemment pas suivre une classe tout au long de l'année, puisque voilà, j'ai été enseignante à une époque, hein, voilà, clairement, les programmes scolaires ne sont jamais terminés. Enfin, moi, j'ai jamais réussi en toute sincérité. Et voilà, là, c'est clair et net que si on intervenait tout le long d'une année auprès d'un enseignant, il terminerait encore moins son programme, puisque voilà, ce genre de pédagogie, ce genre de méthode, en tout cas, prend beaucoup plus de temps. Et du coup, on est très reconnaissant à les enseignants qui nous invitent à intervenir en classe, puisque on sait que ça va leur nécessiter aussi de se remettre aussi en question en termes de pratique, de laisser entre guillemets le contrôle un peu aux élèves. Parfois, ça peut être stressant parce qu'on ne sait pas forcément, on ne peut pas programmer en fait, hein. C'est-à-dire qu'on dit souvent à l'enseignant, on va voir ce qui va ressortir, on va le voir avec vous, on sera toujours présent avec vous, mais on ne peut pas anticiper voilà, ce qui va ressortir des jeunes en fait. Mais c'est vrai que je pense que ça apporte énormément pour le coup, puisque, voilà, comme je disais, les jeunes, les nouveaux acteurs de la scolarité, et généralement, ils sont plutôt partants. Enfin, on n'est pas encore côtoyé de jeunes qui n'avaient pas envie de faire avec nous, avec l'association, puisque pour le coup, c'est à eux qu'on donne, entre guillemets, une certaine forme de contrôle, donc ils apprécient, quoi. D'autres questions? Alors, j'en vois une dans le chat, mais Eh bien, allez-y. j'ai vu que la Oui, moitié oui, dit très bien. ça vous, mais si quelqu'un arrive à me la lire en entier, j'ai vu notamment. Euh, Vos interventions sont co-construites avec les enseignants? De toute façon, c'est les enseignants qui nous invitent. Ah, Mais, d'accord. Mais bah, comment connaissent-ils l'existence de réseaux? Comment ça marche? j'espère qu'on fait de la bonne communication. Ça fait partie de mon travail, hein, donc pour le coup. D'accord. Réseau, ça s'écrit R-E-Z-O. Je Ça. le dis à Oui. tout le monde. Du coup, concrètement, on intervient, enfin, on est présent lors de tous les grands événements de la ville de Mulhouse. Donc, on a des temps forts comme Startup for Kids qui réunit enfin, la plupart des écoles primaires, par exemple, de l'agglomération pour une sorte de petit festival sur le thème de l'informatique et de l'écologie. Nous, on a un stand à ce moment-là, donc on D'accord. présente. On est là aussi à Explorasso, qui est l'événement qui promeut pardon, les associations mulhousiennes. Puis surtout, on a des contacts au fur et à mesure des années, hein. Puis parfois même les jeunes, et ça c'est vraiment appréciable, parlent du réseau, puisqu'on organise également des vacances. Donc les jeunes parlent des vacances du réseau à leurs enseignants en disant, ah, ben, moi, pendant ces vacances-là, j'ai appris. Et on se retrouve avec des enseignants qui nous appellent en disant, mais j'ai entendu parler, qu'est-ce que vous faites? C'est pas mal de bouche à oreille, de communication lors des gros événements. Après, le réseau existe sur Mulhouse depuis 2008, donc ça permet aussi d'avoir pas mal d'entrées dans les établissements scolaires. Parce que réseau, si je comprends bien, n'a pas que des activités dans l'école, il a des activités beaucoup plus générales, l'école étant une de ces activités. Et finalement, le fait que réseau soit un réseau, hein, réseau Z et réseau SEAU, permet aussi de faire davantage de maillage avec l'école. C'est un peu ça, si je comprends bien votre position. La question Stéphanie, j'y répondrai dans 5 secondes. Juste pour finir, effectivement, donc notre association intervient également au sein des centres socioculturels. Là, on va être plutôt sur l'échange de savoir entre adultes, même si en soi, certains jeunes sont inscrits au réseau et on peut les mobiliser avec évidemment l'accord de leurs parents s'ils sont mineurs, hein,
pour faire l'échange de savoir auprès des adultes en question. Donc, imaginons, on a une personne qui s'inscrit, qui dit j'ai super envie, je dis n'importe quoi, mais j'ai super envie d'apprendre l'italien et je sais très bien cuisiner. On va l'inscrire, donc c'est gratuit. Et nous, on va la mettre en relation avec des personnes qui seront en capacité de lui apprendre l'italien et d'autres personnes qui ont envie d'apprendre à cuisiner, en fait. Et là, on va D'accord, s'occuper du quartier où les personnes résident, en fait. C'est vraiment, donc, ça permet de d'accord, la sociale et l'interquartier. Donc, ça, c'est ce qu'on fait en centre socioculturel. Et du coup, donc, par rapport à la co-construction avec les enseignants, du coup, ça va être tout le long en fait, du projet. C'est-à-dire que déjà, on va faire un premier rendez-vous pour savoir quelles sont les attentes de l'enseignant. Ensuite, on va intervenir en classe, on va discuter avec les jeunes, on va leur présenter le projet en disant voilà. Sinon, voilà, on a fait récemment un projet avec une classe de SECPA sur le thème du théâtre, puisque du coup, l'enseignant trouvait que le français, ça passait pas dans cette classe-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est rentré dans la pièce, on leur a dit, voilà, on va travailler avec vous un peu sur le français, qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Est-ce que vous auriez des idées de format? Et là, c'est les jeunes qui ont parlé donc, du théâtre. Donc, on a refait un temps de travail avec l'enseignant, on a réfléchi à quel format on peut mettre en place, comment, voilà, le théâtre, c'est vaste, quel type de théâtre, est-ce que lui-même avait des idées, etc. On a refait le point avec les jeunes. Donc, l'idée, c'est vraiment que les jeunes valident chacune des étapes et soient force de proposition, hein. Donc, les jeunes ont validé effectivement l'idée du théâtre dans le format qui était proposé par l'enseignant, puisqu'il reste maître de sa classe, hein. Donc, c'était une intervention d'1 heure par semaine pendant 4 mois quand même. Donc, voilà, on a validé ça. On a établi un programme avec l'enseignant. On en a discuté avec les élèves. On a repeaufiné. Donc, quand on parle de co-construction, c'est dans le sens qu'en fait, c'est vraiment un jeu en fait, entre les envies des élèves, nos capacités aussi, hein, en termes d'heures, de temps de travail, etc. Et les besoins de l'enseignant en termes de programme. Donc, il y a une vraie co-construction, dans le sens que voilà, on est sensibilisé au programme scolaire, aux compétences du socle commun, et on va vraiment être attentif. euh, on va être vraiment attentif, du coup. Oui, oui, je vois la question suivante. Effectivement, du coup, Claire, justement, était à Mulhouse hier. Et en fait, le réseau fait partie des RERS, en fait. D'ailleurs, pour l'anecdote, Mulhouse, c'est le deuxième plus ancien réseau de France, du coup. Donc, et je crois l'un des plus. Je vais me mettre un petit moment de joie, mais voilà, c'est l'un des plus gros, je crois, de France à l'heure actuelle en termes d'inscrits. Donc, on est très chanceux. Mais oui, voilà, RERS, Claire Immersion France, c'est nous, entre guillemets, si je puis dire. Mais on travaille avec sa méthode. d'accord. Alors, je ne sais pas si vous lisez le chat en même temps, mais Stéphanie qui a insisté et demandé, mais est-ce qu'ils interviennent sur la co-construction? Elle vous remercie puisque vous Oui. avez apporté, Et de- chemin faisant une réponse. Je poserais bien une question. Mais oui, Je peux y aller? D'abord, oui, merci oui, pour bien sûr. cette intervention. Juste, depuis, d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule, parce que déjà dans les interventions précédentes, ça a été posé. La question du harcèlement semble être devenue une question qui se pose dans les familles et les enfants. Alors, tout ce qu'on a entendu sur les relations des familles modestes avec l'école, les difficultés des enfants pour s'adapter au savoir, c'est des choses qui sont connues, hein. Ce qui est moins connu, c'est tout ce que vous faites pour l'améliorer. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais bon, cette question-là, en revanche, c'est la première fois enfin, à ma connaissance, que j'entends parler avec une telle insistance du harcèlement. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez qu'il y a une augmentation des problèmes on va dire, d'incivilité, de violence, de harcèlement dans l'école, ou est-ce que, c'est une question classique hein, pour nous, pour les chercheurs, ou est-ce qu'il y aurait une sensibilité plus grande et que ces comportements qui sont connus depuis longtemps deviennent tout simplement moins tolérables pour les familles dont les enfants les subissent à l'école? Après, j'ai envie de dire, c'est un peu, enfin, la fausse réponse, c'est un peu les deux. Moi, j'ai été enseignante pendant 10 ans, justement, en quartier prioritaire, avant de complètement basculer dans l'associatif. Parce qu'avant, j'étais juste bénévole, entre guillemets, puis j'ai choisi de me consacrer plus à l'associatif. Et clairement, en tant qu'enseignante, il ne se passait pas une année sans qu'il y ait malheureusement des signalements de harcèlement. Donc, voilà, là, les parents qui en parlent de manière forte, malheureusement, ça ne me surprend pas. Après, je pense qu'il y a quand même une augmentation, mais parce que tout simplement, à Mulhouse, en fait, on s'est retrouvé avec plusieurs histoires, on va dire, qui ont été assez médiatisées en termes de harcèlement. Et je pense que du coup, les parents sont peut-être plus attentifs à ça, sont plus inquiets aussi. Et du coup, je sais pas, je pense pas que ça a augmenté. Je pense que oui, les parents, pour le coup, sont plus attentifs. Après, il y a Oui. aussi la cyber qu'on n'avait pas au début de ma carrière et que j'ai l'impression qu'il apparaît de plus en plus et qui est de plus en plus forte. Donc, qui est lié au développement des réseaux sociaux, hein, tout simplement. Donc,
Voilà. Et C'était pareil à Grigny tout à l'heure, hein. Les gens qui vous ont précédé ont insisté plusieurs fois sur cette question. Et c'est un peu une nouveauté dans les discours qu'on a l'habitude, nous, d'entendre depuis de longues années. Donc voilà, oui, c'est possible hein, que ce soit les deux. Vous avez raison, oui, les réseaux sociaux et l'hypersensibilité à ces questions. Ou est-ce qu'on met ou pas le mot harcèlement aussi sur des petites violences scolaires? Je ne vais pas raconter ma vie, mais l'école primaire que j'ai connue quand j'avais 7 ou 8 ans, au début des années 60, était assez violente, hein. Les bagarres dans les cours d'école, ça faisait partie des choses auxquelles on était habitué. Mais les enseignants y répondaient violemment aussi. Donc, c'est peut-être aussi ça qui se passe. Enfin, mais je vous remercie, c'était vraiment une question intéressante. Ouais, ce qui me paraît, je ne sais pas s'il faut dire intéressant, en tout cas significatif, c'est quand même si la question du harcèlement n'a pas un rapport direct avec notre thématique des savoirs, on voit que dans les préoccupations des parents, ça tend à prendre une place tout à fait privilégiée et qui peut-être d'ailleurs distrait de la capacité d'attention qu'ils pourraient avoir sur d'autres choses. Une espèce de, ça devient des problèmes familiaux, si je comprends bien. Moi Tout aussi, à je fait. suis assez d'accord. Il y a ces phénomènes de bizutage, etc., sont vieux comme l'école, mais ils sont plus circonscrits à l'intérieur de la cour de l'école que fréquentait Vincent. Ils continuent à l'extérieur par le fait que les gamins sont devant des téléphones sur lesquels ça se poursuit et ça s'amplifie avec les possibilités de... Voilà, on sort du sujet, mais je trouve que c'est tout à fait intéressant que vous nous aidiez à pointer cette préoccupation parce que elle risque aussi de faire en sorte que la collaboration des familles soit un peu parasitée par des questions qui sont de vraies questions, mais qui éloignent des apprentissages. Néanmoins, ça fait partie des obstacles, à mon avis, aujourd'hui Ah oui. importants. Après, c'est aussi pour ça que quand j'ai parlé d'harcèlement, je me suis permis, c'est la seule fois où j'ai vraiment insisté, parce que je voulais être certaine en fait qu'on ait tous la même définition. Parce que par expérience, le mot harcèlement, c'est pas enfin, je vais pas, sans être péjoratif, un mot valise, mais les parents parfois mettent derrière le harcèlement des choses qui sont clairement problématiques, mais qui ne relèvent pas du harcèlement, notamment de par la fréquence, ce genre de choses. Et ce qui m'avait vraiment surprise, en plus du fait que on se retrouve avec 12 personnes sur 12 qui parlent de ça, c'est que les 12 étaient très au clair sur la définition. Alors, ce n'était pas toujours les mêmes mots, mais par contre, on Mm. retombait bien sur voilà, une récurrence, etc. Donc, je me disais que, oui, effectivement, ils ont quand même été sensibilisés. On a parlé aussi à ce moment-là avec certains parents du procès, enfin, de phare, donc de tout ce qui est mis en place au sein de l'éducation nationale pour lutter contre le harcèlement. Nous-mêmes, là, par rapport au collectif d'associations Le Carlieu, comme je disais, on a fait un court-métrage avec les jeunes et les habitants de la ville sur le thème du harcèlement, parce que justement, il y avait eu des cas de harcèlement dans le quartier Cordillère. Et du coup, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place avec l'éducation nationale, en dehors de l'éducation nationale, en termes de communication. Je pense également à l'association Unicité, qui fait partie de notre collectif, donc qui travaille vraiment purement sur cette thématique-là, en animant des ateliers, des débats. Donc, c'est quelque chose qui est pris en main, que ce soit par l'éducation nationale, par les associations. Donc, les parents en ont conscience, sont au courant de la définition. Mais ouais, malgré toutes les solutions qu'on propose et malgré l'attention de ses parents, malheureusement, les situations continuent. Puis ouais, voilà, enfin, on retombe sur ce qu'on a dit avant, hein. Je pense que vraiment l'aspect réseaux sociaux, voilà, ça n'explique pas tout, mais il y a voilà, un renforcement de la situation de harcèlement puisqu'elle se poursuit à la maison, en fait. Mm, mm, Donc, mm. Merci. Y a-t-il d'autres questions? il y a une remarque intéressante de Bernard Desclaux. Mais il fait plein de remarques intéressantes. Alors, laquelle? La La dernière, dernière. Ce qui ressort des attentes, ce n'est pas le savoir scolaire. Oui, en effet. depuis tout à l'heure. Oui, oui, d'accord. Oui, 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 Les savoirs pratiques, oui, etc. Tout à fait. Les remarques de Bernard sont toujours intéressantes. oui, ce qui pose la question d'ailleurs complexe, hein, sur laquelle on essaie de travailler aussi dur, de savoir qu'est-ce qui de ces savoirs pratiques, alors qu'on appelle parfois vernaculaire, qu'est-ce qui doit rentrer dans l'école ou pas, qu'est-ce qui doit être scolarisé, est-ce que l'école a à apprendre, comme ça a été dit tout à l'heure, aux élèves à faire des formalités administratives ou plus tard ou pas, c'est des vraies questions, est-ce que c'est son rôle? Il est clair en tout cas que pour l'instant, ce qu'elle propose est éloigné des préoccupations des parents, en tout cas des parents qui vous ont répondu. Et ça pose une vraie question pour quelqu'un qui aurait à reconstruire des programmes scolaires, de savoir quelle place il faut donner à ça ou pas, et sous quelle modalité. on en discutait avec Elisabeth par téléphone, mais c'est vrai que je lui signalais que quel que soit le milieu social en fait, des parents, cette question du savoir pratique est ressortie en fait. On a eu 10 parents Oui. sur 12 qui ont évoqué le sujet,
Et comme je disais, les trois quarts des personnes interrogées venaient de QPV, mais les deux qui n'ont pas signalé venaient justement de QPV. Donc ça veut dire que les parents d'un quartier aisé aussi, enfin de quartier aisé, ont évoqué cette question. Après, vraiment, comme je disais avant, l'idée c'est vraiment que ils souhaitent que l'enfant soit préparé de manière globale, pas seulement avec des savoirs, je cite, théoriques, mais aussi avec voilà, que l'école soit un vrai moyen d'apprentissage de la vie en fait. Après, avec Elisabeth, il me semble que vous m'aviez posé la question de est-ce que c'est le rôle de l'école? En tout cas, selon les parents, ça l'est. Voilà, Oui, c'est oui. quelque chose Oui, tout que je peux répondre. Ouais, si je peux me permettre, Patrick? Oui, bien sûr, bien sûr. Et Elodie nous a fait gagner beaucoup de temps du fait qu'il n'y a pas eu la deuxième intervention prévue. Et d'ailleurs, ce que je vous proposerai, c'est dans quelques minutes, si vous êtes d'accord, c'est qu'on regarde la deuxième petite visio qui est celle de Françoise Robin, ce qui pourrait permettre d'avoir une discussion générale hein, à partir de ce qu'elle nous dit et à partir des trois interventions qui ont eu lieu. Donc, vas-y, s'il te plaît. Oui, donc merci Elodie hein, pour cette intervention. Sur la question du harcèlement, il me semble aussi qu'il y a une évolution de la société avec une plus grande sensibilité aussi à ces phénomènes-là, comme il y a une plus grande sensibilité aux violences intrafamiliales, aux violences faites aux femmes, etc. Et puisque Vincent rappelait la scolarité à son époque, hein, très souvent, à mon époque, c'était considéré comme des problèmes entre gamins, et puis on s'en souciait pas trop, hein. C'était quelque chose comme ça. Il me semble aussi que ces questions de harcèlement sont variables selon les établissements et selon les pédagogies. Et ça, c'est un point qui mérite peut-être d'être souligné. En tout cas, c'est vrai que ça détourne des apprentissages. Là où il y a des phénomènes de harcèlement importants, ça détourne des apprentissages et le harcelé et les harceleurs et ceux qui sont le public de ce phénomène-là. Et en tout cas, il y a quelque chose qu'on retrouve malheureusement dans les témoignages des parents de milieux défavorisés, c'est le sentiment qu'un certain nombre d'enseignants harcèlent leurs enfants parce qu'ils viennent de milieux défavorisés. Mhm. Hein. Donc voilà ce que je voulais dire simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si la question s'adresse à moi, en tant que porte-parole des parents, moi, ce que j'ai trouvé vraiment remarquable, du coup, en tout cas à nous mêmes, c'est que, voilà, comme je le disais avant, hein, il y a beaucoup peut-être je sais pas quel terme sera approprié, d'agacement envers l'éducation nationale en tant qu'institution, mais de manière globale, les enseignants sont appréciés. C'est vrai que, on a quand même des personnes qui sont investies, qui restent plusieurs années sur le poste et qui créent du lien avec les parents. Après, là, ça rejoint ce qui a été dit par Athénée Carmonde et par Irénie, hein. C'est vrai que autant à l'école primaire, ça fonctionne visiblement bien, autant il y avait déjà un peu plus de commentaires mitigés au niveau du collège. Mais le suivi est fait, la communication est faite. C'est juste qu'au collège, en fait, les enseignants, je cite toujours dans les parents, hein, ne prennent le temps que de parler du négatif, alors qu'à l'école primaire, ils font les deux, positif et négatif. Donc le basculement s'opère là, mais il y a un relationnel. Donc du coup, il n'y a pas de... J'ai heureusement pas entendu d'animosité envers les parents, envers, pardon, les enseignants sur la question enfin, en particulier, quoi. Il y a eu peut-être dans une interview, un commentaire sur des actes de racisme, mais pour le coup, c'était plutôt une vision plutôt entre jeunes que les enseignants eux-mêmes envers les jeunes. Donc voilà. Après, encore une fois, j'ai que interrogé 12 personnes. Ça permet d'avoir une petite vision de la situation, mais ça permet clairement pas de généraliser. Mais du coup, voilà, en tout cas, des 12 personnes que j'ai interrogées. Après, la question aussi qu'on peut se poser, c'est que, je veux dire, le réseau comme le Carieux sont des collectifs et des associations avec une visée éducative. Donc, on va se retrouver aussi avec un certain type de public, hein, on va pas se mentir. Les parents que j'ai interrogés font partie de nos structures. Bien Et sûr. de base, je pense déjà avoir une idée déjà positive de Mhm. l'éducation. Mhm. Mhm. Donc je pense que déjà, il y a un léger biais qui est mis en place, pour le coup. Non pas que, ils sont très sincères hein, quand ça va pas, donc je pense qu'ils auraient pu me dire, franchement, lui, ce prof-là est insupportable ou que sais-je.
Mais je pense que de base, en fait, ils n'ont pas ce type de pensée, en fait. Même sur la question, on a travaillé sur des thématiques assez complexes, hein, que ce soit le harcèlement, on avait aussi travaillé sur l'éducation à la sexualité. Et c'est vrai que moi, je m'étais préparée à entendre des commentaires un peu négatifs, un peu houleux, je m'étais préparée à un certain type de réponse et tout ça. Et en fait, j'en ai pas eu. Et je me dis, parce que on touche un certain type de public au sein de nos structures, donc ça rejoint aussi ce qui avait été dit précédemment, hein. Qu'est-ce qu'on fait aussi pour toucher les autres parents, les autres jeunes, hein. Mais du coup, là, ça pourrait être déjà donner un élément de réponse de pourquoi j'ai pas entendu de négatif sur les enseignants. Voilà, c'est parce que du coup, je suis avec un certain type de public qui apprécie de base le travail des enseignants, ou du moins qui voilà, ouais, le reconnaît à leur juste valeur, enfin, du moins sur leurs propos, quoi. Merci. Si